Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Actu Bourse et j'ai le grand plaisir de retrouver aujourd'hui sur ce plateau Henri Chabanel, responsable des investissements chez BlackRock. Bonjour Henri et mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Bonjour Laurent et bonne année. Voilà, bonne année justement, c'est notre rendez-vous trimestriel sur les perspectives macroéconomiques. Avant de regarder ce qui nous attend pour cette année justement, qu'on s'est souhaité bonne, petit mot rapide sur 2024 avec, je vous ai prévu un petit challenge pour commencer. Comment vous résumeriez l'année écoulée en 3 mots? Alors j'ai beaucoup cherché. Ouais. Le premier, c'est évidemment élection. Parce que 2024, ça a été une année exceptionnelle du point de vue démocratique. Je crois qu'on a eu plus de la moitié de l'humanité qui votait, qui s'est rendue aux urnes. Comme ça. Et même honnêtement plusieurs fois. On l'a vu en France, il y a eu des élections. Ça, on s'y attendait pas forcément, voilà, exactement. mais voilà, on l'a eu. Mais on a eu pas mal d'élections et des grosses élections, notamment en Inde, au Brésil, aux États-Unis évidemment. Donc énormément de scrutins. En Allemagne aussi, on voit. Avec son lot de surprises. 2025, oui, va un petit peu continuer sur cette tendance, même si le gros est passé désormais et il y a un peu moins de surprises à attendre en 2025 que ce qu'on a pu avoir en 2024. Le deuxième mot, je crois que ce sera le mot exception. D'accord. Et au titre du fait que 2024 a été une année exceptionnelle pour les États-Unis au sens large, d'un point de vue économique et d'un point de vue financier, quand on regarde les performances financières des actifs américains. Et ça a été un petit peu une surprise parce que on s'attendait d'une certaine manière à un petit retour à la moyenne après une année 2023 qui avait déjà été très solide. Et au contraire, les États-Unis ont continué sur une trajectoire qui les décroche du reste du peloton. Donc là, maintenant, ils font la course en tête, ils s'installent dans ce rôle d'échappée. Et c'est vraiment frappant. Et d'ailleurs, on a vu monter à la fin de l'année cette thématique de l'exception américaine, l'exceptionnalisme américain, en traduction de mauvais anglais. Ouais. Et donc ça c'est un des termes, je pense, clés pour l'année 2024. Et le troisième mot, évidemment, ce sera le mot tech. Il marche pour pas mal d'années, pour le coup, celui-là. En fait, tu as tout à fait raison. Selon nous, ce n'est pas un mot qu'on va employer de manière conjoncturelle pour une année ou pour une autre. C'est vraiment plutôt un phénomène structurel. Et si on doit remonter un petit peu le temps, on se souvient que la crise Covid, par exemple, ça a été le moment où le secteur de la tech a franchi plusieurs marches d'escalier, puisque c'est le moment où la digitalisation est vraiment rentrée dans nos vies. On était tous enfermés chez nous, donc il fallait bien qu'on ait des moyens pour communiquer avec l'extérieur. Et là, la tech est rentrée dans nos vies de manière très, très forte. Mais ce qu'on réalise en 2024, c'est qu'au sein de la tech, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de courants différents. En 2023, on a vu arriver l'intelligence artificielle et on a vu cette vague commencer à prendre de l'ampleur, à prendre de la force et à se déployer en 2024. Et selon nous, c'est un phénomène structurel qui va se poursuivre. Donc 2025 devrait aussi être une année, de ce point de vue-là, de la tech et en particulier de tout ce qui est lié à l'intelligence artificielle. Bon, on va en reparler. Allez, 3 mots. Élection, exception et tech pour résumer cette année 2024. Il faut qu'on reparle aussi de cette fin d'année qui a été marquée par les décisions de politique monétaire des deux côtés de l'Atlantique. Et on a le sentiment, là aussi, Henri, que ce sera peut-être un marqueur de cette année 2025, des approches divergentes avec une Fed qu'on a finalement trouvée prudente, à juste titre, parce qu'elle regarde les chiffres de l'économie, de l'inflation aussi, puis elle se rend compte que ça va très bien sur l'économie et que l'inflation reste quand même présente. Et puis, à l'inverse, la BCE qui a engagé son mouvement de baisse, comme la Fed, mais peut-être pas assez, au dire de certains, sur une situation économique dont on ne pressent pas qu'elle va s'améliorer tout de suite. C'est un peu ça, des banques centrales à front renversé, peut-être de part et d'autre de l'Atlantique. Tout à fait, et on aurait pu citer l'Angleterre, on aurait pu citer la Chine. En fait, ce qu'on observe, ce sont des politiques monétaires qui se régionalisent, qui se localisent, alors qu'on avait été habitué pendant 10 ans, 20 ans, même plus, à une forme de convergence des politiques monétaires. On avait même l'impression qu'elles étaient coordonnées. Il suffisait qu'il y en ait une qui bouge, en général la Banque centrale américaine, et toutes les autres bougeaient un petit peu en domino, et donc on avait des politiques monétaires qui bougeaient très peu en relatif. Là, ce qui se passe, et c'est une expression que j'ai l'habitude d'employer, donc ceux qui me connaissent et qui m'écoutent régulièrement l'ont déjà entendu, c'est entre les États-Unis et l'Europe, 2 salles, 2 ambiances. Ouais. D'accord ? Donc du côté de la salle américaine, l'ambiance est un peu meilleure. Ça rock, voilà, ça pulse. Il y a énormément d'activités économiques pour des bonnes raisons. On sait que depuis le premier mandat de M. Trump, la stratégie, c'est de faire tourner l'économie américaine au-dessus de son potentiel.
Et donc les administrations qui se sont succédées, républicaines, démocrates et bientôt républicaines, ont utilisé l'outil budgétaire, donc le déficit, à des niveaux conséquents, hein, 5%, 6%, parfois 8% de déficit budgétaire, pour soutenir l'activité américaine, non seulement au niveau de la consommation, mais aussi au niveau de l'investissement. C'est le fameux IRA, l'Inflation Reduction Act de M. Biden, où en gros les entreprises du monde entier sont sponsorisées par le gouvernement américain pour venir s'installer aux États-Unis. Donc on a une économie américaine qui est quasiment dans le rouge, hein, elle tourne au-dessus de son potentiel. Et forcément, même si l'économie américaine a les moyens de limiter les effets inflationnistes de cette activité élevée, grâce à des gains de productivité, grâce à une croissance démographique, grâce à de l'innovation, ben globalement, quand on a une économie qui tourne aussi vite, aussi fort, il y a de l'inflation naturellement dans le système. Et donc la Fed, elle a commencé à baisser ses taux fin 2024, mais elle va être prudente. Et elle va être de plus en plus prudente. Et là, on a eu des chiffres de l'emploi pour le mois de décembre qui ont explosé toutes les attentes. Excellent, hein. Mais tous les mois en 2024, ils ont explosé les attentes. Et certainement en 2025, on va rester dans la thématique de l'exception américaine. On va avoir une économie américaine qui va nous surprendre par sa vigueur, par sa résilience. Et donc, on va avoir une banque centrale qui va être obligée de maintenir un peu le pied appuyé sur le frein. Du côté de l'Europe, je disais 2 salles, 2 ambiances. Là, on est plutôt sur l'ambiance slow, en fait. Malheureusement, ça va moins vite, ça va moins fort en termes de croissance. On a, déjà, on n'a pas ou peu de croissance démographique, on n'a pas ou peu d'innovation, on n'a pas les secteurs de la tech. Donc, résultat, c'est un peu plus poussif en termes de croissance. On n'a pas non plus les mêmes déficits budgétaires, hein. Les États-Unis ont la chance de pouvoir se financer en dollars, donc il n'y a pas de limite. Hein, en Europe, ce n'est pas pareil. Hein. Il faut qu'on fasse un peu plus attention à nos budgets, on le voit d'ailleurs en France. Et donc, quand on met tout ça bout à bout, on a une croissance qui est loin d'être même à son potentiel. Le taux va tourner un peu de manière anémique, on le voit en Allemagne, hein, proche de 0. En France, si on est à 1, on sera content. Et donc, avec tout ça, naturellement, on ne devrait pas avoir d'inflation. Mais le problème, c'est qu'on a la crise entre l'Ukraine et la Russie aux portes de l'Europe, et un choc sur les prix des matières premières que l'Europe ne produit pas. Donc, on est beaucoup plus sensible que les États-Unis, par exemple, à ce choc sur les prix des matières premières. Et donc, on a la BCE qui est dans un corner, elle constate qu'il y a très peu de croissance en zone euro. Il devrait y avoir peu d'inflation, mais il y a trop d'inflation. Trop d'inflation par rapport à ce que... Ouais. Peu de croissance, trop d'inflation, elle est coincée. Et donc, elle a été obligée de maintenir, parce qu'il y avait trop d'inflation, une politique monétaire qui était trop restrictive trop longtemps. Donc, elle a appuyé sur le frein. Résultat, la croissance cale, hein, c'est normal. Hein, quand vous appuyez sur le frein avec un moteur qui ne tourne pas vite, vous calez. Donc là, ça y est, la BCE change d'attitude, elle commence à devenir plus accommodante. Il va falloir qu'elle le fasse vite et fort, à la différence de ce qu'on a vu aux États-Unis. Et la conséquence, ça va être la poursuite de la dépréciation de l'euro par rapport au dollar. Parce que forcément, avec un tel différentiel de politique monétaire et de fondamentaux économiques, l'euro a plutôt vocation à se déprécier. Là, on voit bien, on se rapproche de la parité, on devrait la franchir en 2025. Du côté du dollar, le dollar, lui, n'a pas du tout les mêmes problèmes. Est-ce que ça veut dire, alors qu'il y a un vent de protectionnisme qui commence déjà à souffler un peu partout, hein, des États-Unis, de la Chine, qu'on va rester un peu? Et quand je vous écoute, c'est un peu quand même ce que vous êtes en train de nous dire sur la même tendance 2024. Les États-Unis en tête, l'Europe à la peine, et puis la Chine, dont on a attendu un plan de relance à peu près toute l'année 2024, qui est venu par petites touches, un petit peu presque un peu pointilliste, donc qui finalement va boucler cette année 2024 avec sa croissance en ligne, avec ce qu'elle attendait, en tout cas officiellement, mais pas beaucoup mieux par rapport à ce que les investisseurs, eux, attendaient. Ouais. Clairement, on va avoir un 2025 qui va ressembler à 2024 de ce point de vue-là. En tout cas, c'est notre conviction. Tout simplement parce que la nouvelle administration qui arrive, elle va continuer à déployer le même type de politique économique que ce qu'on a été habitué à voir depuis plusieurs années déjà. Et en plus, il faut bien voir que dans un monde dans lequel il y a structurellement moins de croissance, chaque économie cherche à protéger sa croissance interne et à envoyer un minimum de croissance à l'extérieur. Et donc finalement, la montée des barrières protectionnistes, c'est un peu la conséquence de ça. Et les États-Unis sont à la manœuvre en la matière, puisque M. Trump a fait campagne en disant que lui, les tarifs, donc les barrières commerciales, c'était le mot qu'il préférait dans le dictionnaire. Voilà, donc c'est quelque chose qui va s'imposer en 2025, avec le risque de voir d'autres régions répondre aux barrières commerciales par d'autres barrières commerciales. Donc voilà.
Donc tout ça pour dire que les barrières commerciales, elles arrivent, il va falloir faire avec. On n'est pas à l'abri d'une bonne surprise quand même, parce qu'on a déjà vu M. Trump lors d'un premier mandat. On sait que c'est utilisé en général comme un outil, une arme de négociation. Ouais. Et en général, on en voit moins que ce qui a été annoncé au départ. On tape d'abord et puis on négocie après. Exactement. Mais ce qui est sûr, c'est que ces barrières commerciales, elles ont un effet un peu dépressif sur la croissance. Quand vous ne savez pas quel va être vraiment le niveau des prix entre deux zones géographiques, vous ne savez pas vraiment estimer quel va être votre niveau de compétitivité à l'export. Et donc finalement, il y a un peu moins d'investissements qui sont faits dans la perspective de produire au sein d'une région pour exporter dans l'autre région. Et puis, si en pratique vous avez une barrière commerciale, à un moment donné, ça se traduit par moins d'échanges. Donc c'est forcément un petit peu dépressif au niveau de l'activité. C'est pas très grave pour les États-Unis parce qu'ils sont assez peu sensibles aux échanges extérieurs. C'est une économie qui est d'abord tirée par sa consommation interne. Voilà. Ouais. Pour l'Europe, le problème, c'est qu'on n'a pas le moteur de la consommation interne. Ça cale un petit peu au niveau de ça. Donc on est très dépendant de ce qui se passe au niveau des exportations. Et donc là, évidemment, s'il doit y avoir des mauvaises nouvelles, ça nous impactera. Et donc là, pour répondre à votre question, Laurent, malheureusement, l'Europe, effectivement, est plutôt en risque de ce point de vue-là, c'est-à-dire en risque vis-à-vis de potentielles mauvaises nouvelles. La Chine, elle, c'est un peu différent parce que l'histoire de la Chine depuis quelques années, c'est de gérer l'éclatement d'une bulle immobilière. Oui. Et là, on sent qu'on arrive... finit pas d'éclater. Non, on finit pas d'éclater, c'est toujours très long. Regardez le Japon, ils ont mis 20 ans à purger leur bulle immobilière. La Chine a appris de l'expérience japonaise et en gros projette de le faire en quelques années. Bon, ça fait déjà presque 5 ans. Mais là, ce qu'ils nous ont annoncé en fin d'année dernière, c'est un virage pour activer les leviers budgétaires et monétaires afin de relancer la machine. Donc la Chine se concentre sur la relance de son économie intérieure. Même s'il y a des barrières commerciales entre les États-Unis et la Chine, de toute façon il y en avait déjà. Oui. L'administration Biden n'a pas enlevé ce que M. Trump avait pu mettre. On va dire que la Chine est assez habituée à cet environnement-là. Le driver principal pour la Chine, c'est ce qui va se passer à l'intérieur. Et aujourd'hui, ce que nous disent les gouvernants chinois, c'est qu'ils veulent relancer la machine. Bon. Donc, le consommateur chinois. Voilà, le tiers C, ça devrait être US en 1, oui. Plutôt Chine en 2 au niveau de la croissance et malheureusement Europe en 3. Malheureusement Europe en 3 et là aussi cette petite musique qui commence à faire de plus en plus de bruit sur quelque chose de plus grave que juste être en 3, un vrai décrochage européen par rapport aux autres puissances. Est-ce que là on est un peu dans l'Europe bashing ou est-ce qu'il y a de vrais motifs d'inquiétude aujourd'hui là-dessus? C'est tout le débat aujourd'hui au niveau de la communauté des observateurs, des académiques. Nous, chez BlackRock, on avait la chance en décembre d'accueillir Philippe Hildebrand lors d'un séminaire pour présenter les vues de BlackRock auprès de nos grands investisseurs. Et Philippe Hildebrand, c'est le grand patron du BlackRock Investment Institute. Donc c'est un peu la personne qui est en haut de la vigie et qui essaie d'établir le scénario de BlackRock et de délivrer des grands messages structurels. Et donc justement, c'est la personne qui est là pour dire attends, qu'est-ce qui est conjoncturel et qu'est-ce qui est structurel. Il a évidemment été interrogé sur la situation de l'Europe et il a eu une expression que je vais répéter ici, qui a été dire attention, pour l'Europe, il serait temps de se réveiller car il est minuit moins 5. Ah oui. Voilà, minuit moins 5, ça veut dire voilà, le carrosse s'est pas encore transformé en citrouille, oui, bon. Mais il serait temps quand même d'agir parce que la montre est en train de faire tic-tac. Et pourquoi est-ce qu'il disait ça? Il disait l'Europe, globalement, a une situation compliquée à gérer pour des raisons internes et pour des raisons externes, ce qui se passe à ses frontières, et donc doit réagir pour s'adapter à ce nouvel environnement. Et c'est normal, les environnements, ça bouge en continu, et donc toutes les économies doivent s'adapter en continu. Et d'ailleurs, en Europe, il y a eu le rapport Draghi, qui a fait un état des lieux de l'économie américaine, de l'économie européenne, de sa situation actuelle, de ses perspectives, en dessinant un certain nombre d'axes pour éventuellement envisager de relancer ce qui pouvait être relancé. Le problème, c'est qu'en Europe, on ne sait pas dans quelle mesure ce rapport Draghi va pouvoir être mis en œuvre, alors même qu'on voit bien, on est un peu dans des situations bancales en France, peut-être demain en Allemagne au niveau démocratique, et surtout les moyens sont limités, parce que malheureusement le rapport Draghi nécessite des moyens pour pouvoir mettre en œuvre des différents chantiers de relance et de repositionnement de l'économie européenne. Donc oui, pour répondre à votre question, je pense que c'est plus grave qu'un problème conjoncturel, c'est en train de devenir un problème structurel.
Et on va voir si l'Europe a les moyens de réagir à une situation qui devient plus complexe. 5 minutes pour agir, hein, quand je vous écoute, avant qu'il soit minuit et que le carrosse se Minuit transforme moins 5, voilà. en citrouille. On va regarder, forcément, on va parler des marchés, on va pas refaire l'histoire de la bourse américaine. Vous l'avez dit, boostée par l'IA, loin devant l'élection de Trump, hein, qui a aussi donné le petit coup de fouet supplémentaire. Est-ce qu'on va reproduire un tel exploit cette année? Certains commencent à s'inquiéter quand même de la remontée des taux longs et disent attention, ça pourrait quand même venir peser sur les perspectives de la place des marchés américains. Oui, parce que les taux, le niveau des taux, c'est le niveau du refinancement. Tous les agents économiques ont besoin de se refinancer, et donc quand les taux montent, en soi, c'est plutôt aussi dépressif pour l'activité économique. Mais ce qui compte, et là je vais bien l'expliquer à nos auditeurs, c'est le niveau des taux réels. Donc on regarde le niveau des taux, mais il faut enlever l'inflation. Et il faut comparer ce qui reste avec le niveau d'activité économique, le niveau de croissance. Et aux États-Unis, pour la faire courte, si vous avez 4,5, entre 4 et 5 de niveau de taux, si vous avez entre 2 et 3 de niveau d'inflation, regardez quel est le niveau de croissance aux États-Unis, il est entre 2 et 3. Vous êtes exactement au bon niveau de prix. En fait, d'ailleurs, c'est tout le débat. Les académiques aujourd'hui se disent, est-ce que la Fed doit vraiment continuer à baisser ses taux? Parce que peut-être que ces taux sont neutres. Ils sont au bon niveau. Ils sont au bon niveau, il n'y a peut-être rien à faire. Il n'y a peut-être rien à faire. Ouais. Et peut-être même que l'économie, si elle accélère, il va falloir les remonter, ces taux, parce qu'ils sont trop bas. D'accord? Donc aux États-Unis, il n'y a pas vraiment de problème lié au niveau des taux. En Europe, c'est totalement différent. Et je le disais tout à l'heure, la BCE a un peu tardé pour ajuster sa politique monétaire. Les taux longs, en plus, sont en train de remonter par sympathie avec ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique aux États-Unis. Et en pratique, si vous regardez par exemple la France, vous avez des taux qui sont entre 3 et 4, avec une croissance qui ralentit et une inflation qui baisse. Donc on se dit qu'à un moment donné, là, il y a peut-être plus un problème parce que les taux commencent à devenir trop élevés par rapport au niveau de l'inflation et au niveau de l'activité économique. Donc le niveau des taux en soi, ce n'est pas trop problématique. La vraie question, c'est finalement quels sont les moteurs additionnels de croissance pour les marchés. Oui. Et là, il faut aller voir du côté des valorisations et de la croissance, justement, de la croissance des résultats. Aux États-Unis, la croissance des résultats, aujourd'hui, quand vous regardez le consensus, vous avez entre 10 et 15% de croissance des résultats qui sont attendus pour 2025. Donc là, vous en avez de la croissance. Et vous avez certes des valorisations qui sont élevées, mais c'est des valorisations qui reflètent aussi le côté un peu exceptionnel des valeurs que vous trouvez aux États-Unis. Les valeurs de la tech, vous ne les trouvez qu'aux États-Unis. Et ce qui est rare est forcément cher. En Europe, là, pour le coup, vous avez des valorisations qui sont beaucoup plus intéressantes, parce que malheureusement, l'Europe ayant ses problèmes, l'Europe attire beaucoup moins les investisseurs internationaux. Et donc, les valorisations sont plus attractives, mais pour des perspectives de croissance qui ne sont pas aussi exceptionnelles que ce qu'on peut trouver par ailleurs. Donc, d'une certaine manière, les marchés sont bien arbitrés. Et objectivement, on peut s'attendre en 2025 à quelque chose qui va ressembler en 2024, c'est-à-dire plutôt des meilleures performances du côté des États-Unis, mais il n'y a pas de raison que les marchés européens ne délivrent pas des performances positives cette année. Alors justement, deux questions en une sur cet aspect valeur. Déjà, est-ce qu'on continue sur l'IA en 2025 avec un message simple, allez, on continue à acheter Nvidia? On se rend compte quand même qu'en fin d'année, on a commencé à avoir des arbitrages au sein du secteur de la tech. Les investisseurs ont commencé à se dire, Nvidia c'est un peu cher, puis chercher d'autres valeurs. On a vu Broadcom qui avait pas mal performé, le Quantique qui a fait un joli soufflé, puis qui est redescendu plus récemment, avec le patron de Nvidia qui s'est dit quand même. Et puis, finalement, dans la droite ligne de ce que vous venez de dire, on se rend compte que quand on regarde les secteurs industriels en Europe, ça a été une année très compliqué pour les secteurs de l'auto, pour les valeurs du luxe. L'aérospatial n'a pas trop mal tenu, mais ma question c'est, les valeurs de croissance, finalement, elles sont où en Europe? En Europe, il va falloir aller voir du côté plutôt des petites et moyennes valeurs. Oui. Parce que les grandes valeurs... Ça fait plusieurs années qu'on le dit, Henri, qu'on espère le rebond des... Et c'est un peu le problème, c'est que ce marché des petites et moyennes valeurs en Europe, il est finalement déjà très dépendant de la conjoncture locale. Et des conditions de refinancement local. Donc là, le coup de chance, c'est que ça y est, enfin, elles devraient commencer à se détendre. Et surtout, c'est un marché qui est un marché sensible au flux. Donc il faut que les investisseurs étrangers y croient aussi. Parce que si toi, moi, on est les seuls à croire aux valeurs locales, ça ne suffira pas à les faire redémarrer. Donc à un moment donné, il faut que l'histoire parvienne à convaincre les investisseurs internationaux. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, elles devraient être dans une meilleure configuration que les grandes valeurs. Parce que les grandes valeurs que tu citais, dans le secteur de la chimie, dans le secteur de l'auto, dans le secteur industriel, malheureusement, elles sont toutes en train de gérer des transitions majeures. Dans l'auto, c'est la transition vers le véhicule électrique. Et malheureusement, elles le font un petit peu en retard par rapport à leurs homologues en Chine ou aux États-Unis. Dans la chimie, il y a ce choc sur les prix de l'énergie qui met un petit peu à mal le modèle allemand dans le secteur de la chimie. Voilà, dans les valeurs industrielles, c'est un peu la même histoire. Donc ces transitions-là,
ça oblige ces acteurs qui sont pour la plupart des géants mondiaux, hein. On n'est pas en train de parler d'une catastrophe, mais ça oblige ces géants mondiaux à s'adapter à un nouvel environnement qui est un environnement différent. Et ça veut dire accepter de fermer certaines activités, de repositionner d'autres activités, d'investir dans de nouvelles activités. Quand vous êtes dans cette configuration de gestion d'une transition, c'est difficile de délivrer des performances à 2 chiffres, de la croissance des résultats à 2 chiffres, d'accord? Parce que les entreprises se reconstruisent de l'intérieur. Une fois que ce travail aura été fait, bah voilà, les valeurs européennes qui sont des leaders mondiaux et qui auront fait ce travail pourront à nouveau délivrer à leurs investisseurs les niveaux de croissance qui sont en droit d'attendre. Bon, une transition. Et sur l'IA aux États-Unis alors? Sur l'IA aux États-Unis, ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas acheter que Nvidia, parce que ça revient à acheter un billet de loterie en pensant que c'est toujours le même numéro qui va sortir. C'est pas comme ça qu'on fait. Et d'ailleurs, pour répondre à ta remarque, c'est pas qu'en fin d'année que les gérants ont commencé à arbitrer Nvidia, c'est tout au long de l'année. En fait, l'investissement, ça consiste à se positionner sur des thématiques et à savoir prendre régulièrement ses profits. Et moi, j'ai vu des gérants prendre leurs profits depuis le 1er janvier de l'année dernière sur Nvidia, déjà après une année 2023 qui avait été exceptionnelle. Bien sûr. Donc Nvidia, c'est une histoire sur laquelle il faut rester investi, mais en prenant régulièrement ses profits, parce qu'on ne sait pas quand l'engouement est susceptible de s'arrêter. Et quand on prend ses profits, la question c'est sur quoi on réinvestit. On peut réinvestir sur les autres valeurs de la tech, qui ont aussi des momentum intéressants. Et puis aussi, on peut aller regarder les autres valeurs américaines, parce qu'aujourd'hui, la conviction de la plupart des gérants, c'est qu'au-delà des 7, 8, 9 magnifiques, vous avez tout le reste de la cote qui va pouvoir bénéficier à terme de ces gains de productivité associés à l'intelligence artificielle, et qui aujourd'hui ne sont pas du tout valorisés au même niveau que ces géants de l'IA. Bon, encore plein d'opportunités. Il faut aussi qu'on parle de ce phénomène. On n'en parle quasiment pas dans nos points trimestriels, mais c'est le Bitcoin qui a dépassé la barre des 100 000 $. Certains le voient déjà cette année à 200 000. On n'en est pas là. Mais beaucoup de particuliers se demandent s'il n'est pas temps de l'inclure un petit peu dans leur stratégie d'allocation d'actifs en diversification sur une partie limitée de leur portefeuille. Quel regard vous portez-vous sur ce phénomène? Alors c'est une question qu'on a commencé à se poser fin 2023, puisqu'en fin 2023, aux États-Unis, BlackRock a lancé un ETF Bitcoin, un produit indiciel Bitcoin, justement parce qu'il y avait cette demande de la part des particuliers américains et un contexte réglementaire qui le permettait d'investir dans une valeur qui n'est pas pour moi une devise crypto. Ce n'est pas une devise le Bitcoin, c'est un actif crypto, ça veut dire un actif digital. Et un actif digital, c'est un actif qui... Pardon Henri, mais en 2000, quelle différence vous faites entre devise et actif? Une devise, c'est quelque chose, on sait bien, c'est comme l'euro, le dollar, c'est quelque chose qui permet assez facilement de réaliser des transactions. Oui. On peut aujourd'hui réaliser des transactions en Bitcoin. Oui. Mais ce n'est pas sa fonction première. Ce n'est pas sa fonction première, et on voit bien que ce n'est pas ce que viennent chercher les investisseurs qui cherchent à acheter du Bitcoin. Ce qu'ils viennent chercher aujourd'hui, c'est premièrement un actif qui est rare, parce que par construction, le Bitcoin, c'est rare. Le nombre de nouveaux Bitcoins sur le marché est de plus en plus réduit. Oui. C'est-à-dire que voilà, depuis l'origine, depuis la construction de cet algorithme, on sait qu'il va y avoir un moment donné où il n'y aura plus de nouveaux Bitcoins sur le marché. Et deuxièmement, on voit bien que de la part des nouvelles générations, il y a, peut-être à la différence des nôtres, il y a un intérêt marqué pour ces actifs digitaux, qui sont le pendant naturel, finalement, de l'environnement très technologique dans lequel ils grandissent. C'est l'or du 21e siècle. Voilà. Et moi, je vois tout un tas de mes jeunes collègues qui, au lieu de se poser la question de savoir s'ils doivent acheter les actions américaines ou les actions européennes, ils me disent, de toute façon, j'ai les actions d'un côté et j'ai les crypto-actifs de l'autre. Moi, je les regarde en disant, ah bon, t'es sûr? Mais oui, c'est sûr, parce que les crypto-actifs, forcément, ça va marcher. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans les jeunes générations. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, le Bitcoin, c'est un actif qui réagit à des évolutions qui ne sont pas les évolutions classiques. Vous voyez, ce n'est pas sensible à la croissance, ce n'est pas sensible à l'inflation. C'est finalement sensible à quelque chose qui est plus lié à une forme de transition générationnelle. En fait, on passe d'une génération d'épargnants à une nouvelle génération d'épargnants. Et la cerise sur le gâteau, c'est que vous avez un monsieur Trump qui est conseillé par un certain nombre d'acteurs de la tech qui arrive en disant, moi, finalement, le Bitcoin, ça m'a l'air très sympathique comme histoire, j'ai envie de constituer une réserve stratégique. Un Eldorado. Une réserve stratégique. Et vous avez du coup des Européens qui disent, mais attendez, on ne va pas laisser les États-Unis tout seuls faire une réserve stratégique de Bitcoin, il faudrait quand même peut-être y réfléchir nous aussi. Et donc on voit bien que le Bitcoin
en premier lieu, parce que c'est un cryptoactif de référence, mais les cryptoactifs d'une manière générale commencent à rentrer à se normaliser. Et donc, ça veut dire que du point de vue de l'investisseur, quand vous avez un actif qui se normalise, c'est-à-dire il cesse d'être un actif périphérique, un petit peu pirate, un petit peu marginal, sulfureux, mais qui devient normal, à ce moment-là, il prend de la valeur à titre de la diversification dans un portefeuille, un petit peu comme l'or, un petit peu comme les matières premières. Finalement, le Bitcoin, c'est un peu de l'or digital, c'est un peu l'or de la nouvelle génération. En fait. C'est ça. Finalement, après tout ce qu'on vient de se dire, quelle serait pour vous cette allocation d'actifs idéale, ou en tout cas bien équilibrée pour ce début d'année? Alors, il n'y a pas d'allocation d'actifs idéale parce qu'elle dépend, dépend de chaque investisseur. Il y a l'investisseur qui va être plus dynamique, qui va avoir plus d'actions, l'autre qui va être plus prudent avec plus d'obligations. Donc ça dépend vraiment, premièrement, du profil de l'investisseur et de son horizon d'investissement. Mais quand on regarde au sein des grands blocs, que sont d'une part les actions, les obligations et on va dire les actifs de diversification, au sein des actions, selon nous, il ne faut pas être sous-pondéré sur les actions américaines. Il faut être à minima à la neutralité et sans doute même surpondéré, d'autant plus que quand on est un investisseur européen, on est déjà trop exposé aux actifs de la zone euro. Oui, sa maison, c'est un actif de la zone euro. Son travail, c'est sensible en général à la conjoncture de l'économie de la zone euro. Ces économies, on les a en euros, donc on n'a pas assez d'actifs de diversification étrangers. Et il se trouve que la croissance, elle est ailleurs. Donc en plus, si on veut aller chercher la croissance, il faut aller chercher là où elle est, c'est-à-dire essentiellement aux États-Unis en 2025. Donc déjà, au sein de la poche action, préférence pour les actions américaines, et au sein des actions américaines, on le disait, préférence pour les valeurs et les secteurs qui bénéficient aujourd'hui de facteurs de soutien structurel. Alors on a parlé de la tech, mais ça peut être aussi tout ce qui est lié à la transition démographique, tout ce qui est lié à la transition climatique. Voilà. Ce genre de méga force, on appelle ça les méga forces chez BlackRock, qui viennent apporter un surcroît de croissance. Du côté de l'obligation, c'est exactement la photo inverse. On pense qu'il vaut mieux aujourd'hui détenir des obligations de la zone euro plutôt que des obligations américaines, justement parce qu'il n'y a pas la même politique monétaire des deux côtés de la zone. Donc il y a plus de pression à la hausse des taux du côté de la zone US. Et quand les taux montent, les obligations baissent. Donc voilà, on préfère les obligations européennes de ce point de vue-là. Et du côté des actifs de diversification, il va bientôt, bien sûr, falloir détenir de la devise. Je parlais tout à l'heure du fait que l'euro, dans un contexte qui est le nôtre, a malheureusement plus de facteurs de faiblesse que de facteurs de soutien. Donc, si on veut bénéficier... Ça peut être bon pour l'économie, on peut se rassurer, on peut exactement, réconforter comme ça. C'est ce qu'on appelle un mécanisme d'ajustement naturel. La zone euro a besoin d'un euro qui s'affaiblit. Voilà, c'est pas une bonne nouvelle pour le consommateur européen, mais c'est une bonne nouvelle pour les acteurs économiques européens. Donc, les devises, les actifs de diversification traditionnels, on parlait de l'or, mais ça peut être aussi les cryptoactifs, et les matières premières. Parce que les matières premières, aujourd'hui, c'est quelque chose qui a retrouvé de la valeur au titre de la diversification dans un portefeuille global. Bon, je vous ai demandé au début 3 mots pour résumer 2024. Allez, on va finir rapidement. 3 mots que vous inspire l'année 2025. Alors, c'est plus difficile. Ah oui, forcément. Mais je vais me rendre la tâche plus simple parce que déjà, je vais reciter exception américaine. Exception. D'accord. Parce que si vous m'avez bien écouté, c'est une exception qui va devenir un peu la nouvelle norme. D'accord. Tout simplement parce qu'il n'y a pas en 2025 de différence majeure en termes de conduite de la politique économique et monétaire par rapport à 2024. Et donc, de ce point de vue-là, l'économie américaine va continuer un petit peu à l'idée, à diriger, piloter, à être loin devant le reste du peloton. Donc ça, c'est le premier. Le deuxième, je dirais peut-être une forme d'optimisme, d'accord ? Parce que... Qui sera bienvenu. Qui sera bienvenu parce que, voilà, le pire n'est jamais certain. Et en particulier en termes de politique mise en œuvre par la nouvelle administration américaine, aujourd'hui, on entend beaucoup d'inquiétudes. Notamment sur les conséquences potentielles. On parlait tout à l'heure des conséquences pour l'Europe ou pour la Chine. Mais en pratique, l'expérience montre que le pire n'est jamais certain et que M. Trump, c'est quand même un agent qui n'est pas totalement irrationnel, même s'il a, s'il a tendance à être perçu comme tel. Et à un moment donné, en tout cas, on l'avait vu sur son premier mandat, il y a une différence assez marquée entre ce qu'on voit se réaliser et ce qu'on pouvait redouter au départ. Donc mon deuxième mot, ce sera l'optimisme, une forme d'optimisme, ou en tout cas être prêt à des bonnes surprises. Voilà, c'est ça que j'ai envie d'évoquer. Et le troisième mot, écoute, ce sera peut-être Draghi, d'accord ? Parce qu'il va falloir voir si ce rapport Draghi, il va percoler.
On revient sur les 5 minutes avant minuit. Voilà, les 5 minutes avant minuit, parce que pour l'Europe, finalement, moi j'ai adoré cette expression de Philippe Hildebrand et je trouve que effectivement, c'est souvent dans les moments clés, ces moments un peu charnières, que l'Europe arrive à bouger. Et on va voir si elle arrive sur une année comme 2025. Donc passons déjà la haie des élections allemandes. Regardons ce qui va se passer en France. Espérons que tout ça va se stabiliser un petit peu pour voir ce que le reste de l'année 2025 nous réserve vis-à-vis du traitement de ce rapport Draghi. J'espère qu'il ne finira pas dans une armoire. Bon, un point éclairant, comme toujours avec Henri Chabadel. Et puis de toute façon, on va se retrouver tous les trimestres, Henri, pour prendre le pouls de cette économie mondiale en voyant les développements qui nous attendent pour cette année. Merci beaucoup. Merci Laurent. L'Actu Bourse, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.